CFF TV. Chers internautes, je suis Manassé Lukanou, la présentatrice de l'émission Dépravation de mœurs. Aujourd'hui, dans Dépravation de mœurs, nous allons parler sur les jeunes face à la drogue. Et je ne suis pas seule, je suis avec notre cordon, M. Héritier Nzeke. Avant de continuer, nous vous balançons cet élément. CFF TV. Déjà annoncé, je vous ai dit qu'aujourd'hui nous allons parler sur le jeune face à la drogue. Dans Dépravation de mœurs, nous parlons sur tout ce qui est hors du bon comportement, tout ce qui dévie l'immoral, tout ce qui n'est pas bien, tout ce qui est hors la bonne morale. Nous le parlons ici dans Dépravation de mœurs. Le jeune face à la drogue, la drogue, quel que soit basse, quel que soit Nibal. Alors je suis passée, je suis avec M. Héritier Nzeke, qui est notre coordonnateur de l'ONG La Case des femmes et enfants vulnérables. Bonjour messieurs. Bonjour madame. Comment allez-vous? Non, je vais bien par exemple. En forme. Très bien. Merci beaucoup. Très bien habillé. Merci beaucoup. Monsieur Héritier Nzeke, aujourd'hui nous parlons sur le jeune face à la drogue. Monsieur Héritier Nzeke, c'est seulement pas les garçons qui prennent la drogue. Nous, on a la jeune fille. Monsieur Héritier, tout le monde a 18 ans, on a 15 ans, on a 12 ans, et tant il y a dans la société qu'il y a tu es parent, tu es un homme de Dieu. Face à cet anomalie, que pensez-vous? Ok, merci madame, merci pour la question. Avant de répondre, je crois que j'aimerais d'abord vous remercier pour cette opportunité que vous m'avez accordée. Le plaisir est partagé. Vraiment, merci beaucoup. Alors, en fait, je dirais que cette question aujourd'hui, ça fait mal aujourd'hui quand je ne veux pas la société, l'avenir de la société, c'est la jeunesse. La jeunesse incarne l'avenir de la société. Aujourd'hui, on se pose la question, dans 10 ans, dans 20 ans, quel serait l'avenir du Congo par rapport à ce que font les jeunes? En fait, maintenant, dans un raisonnement général, pour généraliser la situation de tous les jeunes. Mais du moins, il y a une catégorie, et c'est le débat. Et malheureusement, aujourd'hui, ça se confond. Jeunes ou Africantaté, c'est la même chose. Vous voyez, dans les milieux universitaires, on vend la boisson, les étudiants font n'importe quoi, comme Batang raté, donc c'est un peu malheureux. Alors je crois que ces problèmes-là, ça fait mal, parce qu'on se dit vraiment que l'avenir de notre pays est entre guillemets en danger, parce qu'il n'y a pas de conscience, parce qu'il n'y a pas d'encadrement, il y a un souci, qui va prendre le relève? Les jeunes sont censés prendre la relève. Mais quel est ce jeune-là? Qui peut se lever aujourd'hui et prendre la relève? C'est compliqué. Donc, lorsqu'on voit le comportement des jeunes aujourd'hui, prendre la drogue, d'abord, il faut savoir c'est quoi la drogue. Il faut d'abord commencer par définir le terme. C'est quoi la drogue? Et c'est qui les jeunes? Vous comprenez? Alors, je pense que la drogue, ce sont des substances nuisibles. Peu importe le nom, peu importe la qualification, ce sont des substances nuisibles et ça nuit le mental. Or, une personne dont le mental est entamé, c'est fini. Si vous voulez détruire quelqu'un, vous voulez détruire une personne, c'est détruire son mental, c'est détruire son monde de pensée. Parce que le mental revient à la pensée. Et la pensée, c'est ce qui fait un homme. En tant que chrétien, la Bible me dit, tel qu'un homme pense, tel qu'il est. Vous comprenez? Et si déjà le mental est entamé, le mental est détruit, le cognitif ne fonctionne plus. Donc l'avenir, là, c'est
Parce qu'on doit avoir le temps. L'homme est forcément l'image de sa pensée. Parce que quand on grandissait, par exemple, bon, c'est pas à moi de poser la question, c'est vous de poser la question, mais tout cela, quand on grandissait, maintenant, les à la médecin, maintenant, à l'avocat. Chacun avait déjà sa pensée. Voilà, chacun avait déjà visionné son avenir par sa pensée. Mais quand quelqu'un prend la drogue inhibe cette faculté-là. Vous avez des réflexions sous BNT. Vous avez mis la Niama. Non, monsieur, ils ont pris la bâtisse pour le balbosso à battre. À Otala, à le balbosso et à battre de l'eau pour Kati. À préférer me la paix, nous, pour la moussaïe morale. C'est comme notre modèle où on a fait. Il y a toujours un problème ou bien il veut juste qu'elle soit un peu courageuse, courageux devant la foule. Donc, moi, je pense que à cette question. C'est une mauvaise idée ou bien c'est juste. Il veut courageux devant les gens. Non, je pense pas que le courage est substitut de substance. Non. Moi, je pense même une telle personne est un fait de l'esprit. Parce que si on veut parler devant des gens, par exemple, pour aborder moi, si je suis dans la salle, tu peux t'en ici. Comme ça ne sert à rien. C'est vrai. J'ai souvent entendu la même chauffeur, les jeunes chauffeurs rappellent mais la même fois surtout les chauffeurs il y a grand cas alors il faut moi je crois qu'à cette question il y a des bébés parce que aujourd'hui la médecine est évoluée, il y a des produits pharmaceutiques qui augmentent la vigueur et puis quand tu prends ça à une dose normale, c'est normal, ça te donne le courage, ça enlève la fatigue et tu continues à travailler. Mais quand c'est excessif, quand tu prends la drogue, là ça devient un stimulant et tu évolues sous l'effet de la drogue. Mais la drogue n'est pas continue, les effets, ça prend fin, les effets prennent fin. Et quand les effets prennent fin là, tu redeviens normal et après. Vous comprenez? Mais moi je pense que c'est un faux fuyant, c'est un justificatif qui ne tient pas debout. Je n'ai pas forcément, c'est vrai, c'est aussi un problème de courage et de personnalité. C'est pas donner à n'importe qui de parler devant le publiquement. Et là aussi c'est un problème de maîtrise du sujet. Parce que quand j'ai la maîtrise de mon sujet, quand j'ai la maîtrise de mon sujet, je parle aisément, je parle facilement. Parce que j'ai la maîtrise de ce que je dis. Merci beaucoup, monsieur Ritier. Merci beaucoup, monsieur Ritier. Tu as tellement bien parlé. Je vous en prie. Merci beaucoup. Monsieur Ritier, quels sont les facteurs qui poussent les gens de se comporter de cette manière? Est-ce que c'est un problème d'éducation? Est-ce que c'est un problème de l'entourage? Est-ce que c'est un problème de l'école? Est-ce que c'est un problème de la société? Je crois que cette question-là, toutes les assertions sont bonnes. Toutes les assertions sont bonnes. Pourquoi? Parce que les responsabilités sont limitées. Vraiment, je dirais quand on parle de l'éducation, là on parle du droit parental dans la responsabilité des parents. Les parents aujourd'hui ont le droit, ont l'obligation, pas aujourd'hui, les parents ont l'obligation d'encadrer leurs enfants, ou leurs enfants. Alors déjà au niveau de la famille, aujourd'hui, un parent responsable doit encadrer son enfant. Il doit savoir. Vous savez que monsieur Héritier, il y a des parents qui prennent de la drogue. Et l'enfant, peut-être, il ne veut pas le prendre, mais le fait qu'il voit seulement son père le prendre. Mais c'est ça que je dis. Quand on dit la responsabilité, on n'a pas seulement la responsabilité de nourrir l'enfant et de le scolariser, non. On a aussi la responsabilité de lui donner un bon exemple. Parce que les meilleurs modèles d'éducation, ce sont les exemples. Je suis pédagogue de formation, j'ai fait des humanités pédagogiques. Alors, on m'a enseigné que le professeur, le meilleur moyen d'enseigner l'enfant, c'est son exemple. Le professeur doit être bien habillé, bien coiffé, doit bien se comporter, parce que ça reflète directement, ça a des répercussions au niveau de l'enfant. Vous comprenez? Donc, moi, je dirais, premièrement, c'est la responsabilité des parents. Les parents doivent prendre leur responsabilité. Un parent doit savoir qui son enfant fréquente, quels sont ses amis, où il va après l'école. Et quand il part à l'école, il est où? Tu dois contrôler ton enfant. Aujourd'hui, c'est vrai, vous verrez un parent qui rentre, qui dort, mais qui ne sait pas que ses enfants sont à l'intérieur. Avant de fermer votre porte pour dormir, vous devez vous rassurer que tous les enfants sont à la maison. Les enfants aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, ils utilisent les téléphones et tout, ils ont WhatsApp, ils ont Facebook, les réseaux sociaux et tout. Ce qu'ils vous trouvent là-bas, vous ne connaissez pas. Vous avez le droit de contrôler en tant que parent. Et savoir à quel âge libérer l'enfant. Moi, je crois que le minimum pour libérer l'enfant, c'est 18 ans. Quand l'enfant atteint la majorité, l'enfant peut faire
entre guillemets, ce qu'il veut. Mais avant la majorité. D'ailleurs, même ici, là, on ne parle pas de la majorité, mais on parle du moment où l'enfant devient indépendant. Parce qu'il y a des enfants aujourd'hui à 40 ans qui sont chez eux. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est pour dire qu'un parent responsable doit veiller sur l'éducation de son enfant. Bon, là, c'est un problème d'éducation. Et si c'était un problème... Voilà, je continue. Oui. L'entourage, c'est ça qu'on appelle l'éducation du fils. Elle est très dangereuse. Je me souviens quand j'étais en 5e, quand nous étions en 5e, c'était un débat entre moi et un ami. C'est-à-dire qu'on débattait sur l'éducation du fils et l'éducation de base. Pour moi, je pensais que l'éducation qui était l'éducation dont on devait beaucoup faire attention, c'était l'éducation du fils. Pourquoi? Parce que généralement, les enfants apprennent à l'extérieur. Vous comprenez? Il y a même des parents qui, moi par exemple, moi dans mon cas, j'ai eu la grâce. Parce que ma mère nous a élevés tel qu'il n'y avait pas de tabou. Quand vous êtes en train de regarder un film, quand on arrive au moment des embrassements, vous voulez changer, elle vous interdit. Elle vous dit non, arrêtez, regardez. Et quand vous commencez à regarder, elle saisit l'occasion pour vous commencer à vous enseigner. Et elle vous dit pas ça. Et je me souviens à l'époque, notre cadette était encore au bas âge, je l'avais, je crois, j'avais 3 ans ou 4 ans. Et elle a posé la question, maman, le sexe c'est quoi? Et elle a expliqué à l'enfant, le truc que tu as là. Si un ami te dit que prends le tien pour que le mec refuse. Et moi j'étais choqué, j'ai dit non, mais qu'est-ce que. Non, l'enfant il doit déjà savoir. Il doit le connaître. Vous connaissez, vous comprenez. C'est-à-dire qu'il faut faire attention avec l'éducation du fils. La plupart des mauvaises choses qu'on a apprises, on les a apprises dehors, pas à la maison. Parce qu'à la maison, vous avez peur de papa, mais quand vous sortez à l'extérieur, il n'y a pas de yaya, il n'y a pas de. L'enfant est libre de faire ce qu'il veut. Donc, d'une manière ou d'une autre, la société également, l'entourage a une part de responsabilité. Et si c'était un problème de l'écodine, oui, en fait, notre cordon, parce qu'un enfant, la Bible dit ceci, est-ce que l'enfant sera le chemin qu'il doit suivre quand il sera vieux, il ne s'en donc on ne peut pas, nous sommes dans un pays laïque. On ne peut pas prendre un cas pour généraliser, non. Nous sommes dans un pays laïque. Il y a les chrétiens, il y a les musulmans, il y a les païens, il y a les athées et tout. Vous comprenez? Ça, c'est un problème, un contexte un peu particulier. Mais je dirais que ça peut avoir une influence. Alors, étant chrétien. Voilà. Là, je réponds en tant que chrétien. Oui, je me dis, étant chrétien. En tant que chrétien, vous savez, la Bible dit, il faut apprendre l'enfant. Dans le proverbe, il dit, il faut apprendre l'enfant dès le bas âge à l'instruire. Oui, vous comprenez? Voilà. Pourquoi? Parce que, voilà. Pourquoi? Parce que c'est un fondement que vous êtes en train de poser en lui. Moi là, par exemple, c'est ce qui m'a aidé. Depuis que j'étais enfant, ma mère m'a appris le chemin de l'église. Partout où je suis allé. Je m'étais séparé avec ma maman, je m'étais séparé d'elle. Mais je ne me suis pas séparé de Dieu. Amen. Vous comprenez? Je ne me suis pas séparé de ce qui a été sémé en moi. Et c'est cette sémence-là qui a permis, parce que même quand j'étais à l'étranger, je me comporte bien. Et la sémence-là, c'était quoi? C'était la parole de Dieu. J'avais en moi la conscience d'après laquelle mes parents ne peuvent pas me voir, ma mère ne peut pas me voir, mais il y a des yeux qui me voient partout. Et ce sont les yeux de Dieu. Merci beaucoup, Cordon. Merci. Instruire l'enfant, c'est le chemin qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Monsieur héritier, quel est l'impact de cet homme de la société? Mais l'impact, il est négatif. C'est ce que j'ai dit au début. On se dit, l'avenir d'une nation, c'est sa jeunesse. Aujourd'hui, nous avons une population constituée de à 70%, c'est des jeunes. Mais quels jeunes? Quels jeunes? Et à ces jeunes-là, est-ce qu'on laisse également la chance? Je vais vous donner un exemple. Par exemple, quand vous consultez par exemple les offres d'emploi, on vous met 5 ans d'expérience. Un jeune qui quitte l'université, vous mettez votre offre d'emploi, 5 ans d'expérience, il n'a jamais travaillé. Donc c'est que ce boulot-là est fini et ces jeunes-là sont abandonnés à eux-mêmes. Quand vous mettez 5 ans d'expérience, les gens qui venaient de quitter nouvellement l'université, ils font quoi? Ils ne peuvent pas postuler. Quand vous voyez à la fonction publique, c'est 34 ans l'âge d'adhésion à la fonction publique. 34 ans. Et généralement, les étudiants finissent l'université à 23 ans. À 23 ans, si vous avez bien étudié au Congo, à 23 ans, vous finissez l'université. Vous faites toutes les études. Mais l'âge requis à la fonction publique, c'est 34 ans.
Donc 30, 32, 37, 34. En deçà de ça, on ne peut pas vous recevoir. Vous comprenez? Alors là, maintenant, les jeunes sont abandonnés à eux-mêmes. Ça veut dire que c'est un impact négatif. Là, j'ai ouvert juste une parenthèse. Mais je dirais que l'impact, il est négatif. Il est négatif pourquoi? Parce qu'on sent qu'il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas d'avenir. Parce que nous avons des jeunes faibles. La drogue, par exemple, les données que les jeunes prennent là, ces données-là. J'ai vu un jeune à Isam, quand je rentrais à la maison, en train de dormir debout. Il était en train de dormir debout. Vous comprenez? Dormir, il dort. Entre-temps, il était en train de salamer la banque, la belle, voilà. Et il dormait. Voilà. Et un tel jeune, dans 5 ans, 10 ans. Parce qu'aujourd'hui, le mal, c'est que dans notre pays, nous pensons qu'il faudrait aller étudier pour travailler. Mais dans des pays qui sont sérieux, on n'a pas besoin d'étudier, forcément pour travailler. Et c'est les manutentions, c'est la manutention, c'est des manœuvres qui sont beaucoup considérées. Une petite formation, il touche là, il fait ça, il touche à tout. Ils sont bien payés. Mais nous, ici, il faudrait aller à l'université, même si vous n'êtes pas intelligent, aller à l'université, après vous cherchez le boulot, offre d'emploi. Non, vous comprenez. Et ces jeunes-là, le fait qu'ils prennent la drogue, ça affaiblit non seulement le corps, même le cognitif, le mental. Le travail mental est plus difficile que le travail manuel. Et quelqu'un qui est déjà fatigué, vous êtes sûr qu'il va retenir même un seul paragraphe. C'est un problème. On ne va pas donner quelque chose de bon. Il ne donnera rien de bon. Parce que dans sa tête, là, il a, je ne sais pas si vous direz, je ne sais pas. Merci beaucoup, M. Richie Mounzeke. Quel conseil prodiguez-vous aux jeunes qui pratiquent cela, qui prennent les bombés, qui prennent tant des boissons, là, je ne connais même pas le nom. Quel conseil prodiguez-vous? Étant que premièrement, d'abord, un homme de Dieu. Bon, en fait, vous savez, la Bible reconnaît la force à la jeunesse. La Bible dit, jeune, vous avez vaincu les méchants avec la force que vous avez. Vous comprenez? La jeunesse, c'est la meilleure étape de la vie. Et c'est la plus importante et la plus dangereuse de la vie. Si vous abusez de votre jeunesse, c'est fini. C'est fini. Vous comprenez? Je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez me faire comprendre un peu. Vous savez, on peut faire là un sondage. Il n'y a aucun garçon, aucun jeune. On peut faire un sondage. On prend une échelle de 10 à 10%, 10 jeunes. Si vous les questionnez, ils vous diront qu'ils ne peuvent pas épouser une fille qui a un enfant. Oui, mais là, c'est vrai. Vous comprenez? Vous comprenez? Ils ne peuvent pas. Parce qu'un jeune normal, qui a grandi sans enfant, c'est absurde d'épouser une femme qui a des enfants. Je n'insulte pas les femmes qui ont des enfants. Vous comprenez, ça arrive. Mais déjà, quand une femme se retrouve dans une situation comme ça, elle a moindri ses chances. Vous comprenez? Elle a moindri ses chances. Ça devient comme une grâce que ça me là. Écoute, on ne va pas accepter cette situation. Parce que même dans la famille, quand j'amène une femme, on pose la question, la famille a bien à moi, ça sonne mal. Monsieur, on me dit que tout le rayon. Dis-moi. Moi, mon cas était différent parce que j'ai épousé ma copine. Voilà, celle qui était ma copine, comme qui fiancée, type comme femme légitime. Vous comprenez? Mais je vais donner juste un exemple pour comprendre qu'on ne blague pas avec la jeunesse. Aujourd'hui, tu es jeune. À la place d'étudier, vous savez, au Congo, on a 25 ans d'études. 25 ans. Dans la ville, on a commencé dans l'année maternelle. L'université, c'est 25 ans. Et si vous avez perdu 25 ans, vous pensez que vous pouvez les retrouver facilement. Donc quand vous avez le temps d'étudier, étudiez. Quand vous avez le temps de faire bien, ça là en haut. Parce que le temps que vous êtes en train de faire, ça là bien. Profite de ton temps. Voilà. Aujourd'hui, tu es jeune, tu peux tenir pendant 1 heure, 2 heures de temps. Mais après 10 ans, quand tu auras des responsabilités, on pourra insulter. Merci. Vous comprenez? C'est un peu comme la Bible dit, racheter le temps quand les jours sont mauvais. Racheter le temps car les jours sont mauvais. Jeunes, aux opportunités, autant la salle en ouvert. Aux opportunités, au salle en gros. Bien. Monsieur Richie Mounzeke, que je sais que tu as des personnes à dédicacer. Bien sûr, ça ne manquera pas. Vous pouvez dédicacer même 2 ou 3 personnes. Merci pour cette opportunité. Je crois que mes salutations vont s'adresser premièrement à notre maman, la maman présidente Yaoundé Nabiso, maman Joséphine Beloko Ndunda. Là, recevez mes salutations, maman. Zamba Pambola pour la salam. Et je m'en vais également
saluer ma tendre épouse, Madame Goyo, Jessica Azali, ma petite sœur et tout, mes frères et tout, grâce à Alain, Jacques, ma maman que j'aime beaucoup, Nzamba Zalanayo, et je ne dirai pas les enfants de la case, mais on est à la case, bien dans le cœur là, ensemble au Kende Liboso. Et également, un gros coucou, je fais un petit clin d'œil à mes frères de l'église, c'est chapelle de 21, Nzamba Pambolabino, Nzamba Zalanayo. Merci beaucoup, notre cordon, monsieur Richemouzi. Je vous en prie. Merci pour votre disponibilité. Je vous en prie. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. C'était là notre cordon de la case. Monsieur héritier, nous vous étiez, nos chers internautes, nous vous aimons énormément. Na maman Joséphine, la femme au cœur d'or. À notre maman Rose, Madame Rosela Limousine Noire, à notre directeur technique, M. Bleki Oumoué, à notre technicien, Jacques Alunda, à l'homme de l'argent propre, M. Moïse Lubo, on se retrouve au prochain numéro. Bye bye. CFF TV.